Rebecca, bienvenue dans un nouvel épisode des Late Night Talk. Donc ça va être l'épisode 4. Alors en fait ça va être assez particulier genre cette semaine parce que quand j'ai présenté le concept du coup de cette déclinaison un peu de mon podcast qui de base est le Let's Grow podcast. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est disponible partout sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, bref. Quand j'ai présenté le concept, j'ai dit que ça allait être des épisodes pas préparés et qui allait être avec en fait des invités, avec des amis à moi, avec des gens avec qui j'ai envie de débattre de sujets, donner des avis, avoir plusieurs avis différents en fait. Mais cette semaine, j'avais envie d'en faire un toute seule. Donc en fait, faut que je m'explique en gros. Vraiment, je suis désolée, je fais cet épisode parce qu'il est super tard en fait et que je pense que les late night talks, donc ça peut être aussi des... Ouais, enfin voilà, en gros c'est un peu une discussion que j'ai avec moi-même en fait parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup en ce moment. Et j'avais envie de débattre sur ça sans vraiment trop de préparation et vraiment à cœur ouvert, donc... c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous n'avez pas suivi le dernier épisode, j'ai parlé avec mes copines du coup de l'amour, donc n'hésitez pas à aller écouter l'épisode, il est super intéressant. On est 3, donc on a 3 points de vue complètement différents sur ça, et si jamais ça peut vous aider, en tout cas ça me ferait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et cette semaine en fait on va parler de la citation Do it for the plot. C'est assez connu sur les réseaux et en vrai il y a plein de gens qui la connaissent et plein de gens qui l'utilisent dans la vie de tous les jours. Moi la première, vraiment je suis une grande partisante, je sais pas, de cette anecdote, de cette citation. Purée, vous voyez, il est super tard, je suis désolée, je suis fatiguée. Mais j'avais envie de parler aujourd'hui, donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Cette citation, si on pouvait la traduire, en fait on peut pas vraiment la traduire littéralement parce que the plot en vrai en anglais ça veut dire le scénario, mais on vit pas dans un film. Même si je le dis qu'il faut essayer de vivre comme dans un film parce que ça peut être grave bénéfique pour tenter des trucs, sortir de sa zone de confort et tout. Voilà, on peut pas vraiment traduire ça. Moi, genre si je devais le traduire en français, je dirais fais-le pour l'anecdote. Je sais pas si ça vous parle vraiment. En gros, ça veut dire que... Enfin, l'idée qui est derrière cette phrase, c'est qu'en fait, ça nous encourage à vivre des moments qui peuvent être intenses, à saisir des opportunités, à sortir de sa zone de confort et tout, pour... Enfin, dans l'unique but, enfin dans le but de vivre des moments qui vont... Enfin, des souvenirs, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en mode, pour vivre des choses qui vont rester dans notre scénario de notre vie, vous voyez, en mode, pour vraiment créer des souvenirs, en fait. Et sortir de notre routine, surtout. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est une phrase comme ça, c'est un peu une phrase bateau, et une phrase qu'on peut appliquer à notre vie, mais je trouve qu'il faut trouver un équilibre, parce que, bon, vous comprendrez plus tard dans l'épisode, mais il faut pas non plus tout faire for the plot, j'ai envie de dire. Enfin, faut pas tout faire pour l'anecdote. C'est comme quand on dit no risk, no story. Faut pas non plus prendre des risques juste pour vivre des trucs, quoi. Donc bref, on va parler d'un peu de la limite de cette citation, de en quoi elle est cool, mais en quoi faut pas non plus vivre que for the plot, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. Donc voilà. Cette citation... Enfin, moi, j'ai toujours été comme ça dans ma vie. Je me suis toujours dit, je vais le faire parce que de toute façon, j'ai qu'une vie, et que si c'est possible, enfin si genre ça existe, s'il y a des gens qui le font déjà, pourquoi est-ce que je le ferais pas? Et c'est pour ça que j'ai fait plein de trucs, genre... Vraiment, je vous jure que quand j'étais petite, j'avais quand même très peur. J'aimais pas trop m'exposer et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'aimais pas trop aller voir les gens. Et en grandissant, par exemple, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, ça, mais quand j'étais petite, jamais je l'aurais imaginé. Et rien que là, enregistrer un podcast, raconter ma vie, donner mon avis sur les choses, ça, jamais j'aurais osé le faire. Mais j'admirais les gens qui le faisaient. Et en fait, au bout d'un moment... je me suis dit mais pourquoi est-ce que des gens le feraient et moi j'aurais peur alors qu'il y a tellement de gens qui le font autour de moi. Et du coup j'ai osé for the plot parce que je me dis mais en fait dans le scénario de toute ma vie, moi je veux pas être genre le personnage secondaire qui vit pour les autres et en fait qui n'a même pas une histoire qui l'inspire et une histoire qu'il est heureux de vivre. Et du coup bah voilà, je me suis dit j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent dans ma vie, quoi. Enfin, j'incite tous à faire la même chose parce que bah en vrai, je suis beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse depuis que j'ai un peu cette mentalité-là. Et c'est exactement la même chose pour mes vlogs sur YouTube, exactement la même chose pour le fait de m'ouvrir aux autres. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de parler à plein de gens depuis quelques années, je dirais depuis mes années lycée en fait. Parce que du coup, je me suis ouvert à ça, parce que je pense que je suis allée à l'internat en fait pendant tout mon lycée. Et je pense que ça m'a vraiment aidé aussi à vivre en collectivité avec des autres et avec... Bah en fait t'es obligé de parler aux autres, quoi. Bah ça m'a beaucoup aidé et là je suis hyper contente parce que pour mes études supérieures, bah je suis super contente d'avoir été à l'aise de parler avec plein de gens parce que bah maintenant on est vraiment un groupe super cool et tout, enfin bref. En tout cas ça peut que vous apporter du bien
de vivre et de sortir de vos zones de confort pour en fait, ouais, je dirais que cette phrase, ça peut être le coup de boost qu'il vous faut pour vous lancer, quoi. Moi, en tout cas, c'est mon truc. Après, c'est pas ça qui va faire que vous allez être heureux et que vous allez faire des trucs de fou. Genre, tout dépend du risque et de ce que vous allez faire. Mais cette phrase, elle peut être hyper cool pour oser. Voilà, c'est ça, en fait, je pense que le mot que je devrais poser sur ça. Ça veut dire que tu oses vivre grâce à cette phrase. Souvent, en fait, on a peur de se lancer dans des trucs parce qu'on a peur du jugement, on a peur de l'échec, on a peur de l'inconnu, surtout aussi l'humain. Et je trouve que si on prend du recul... Enfin, en fait, cette phrase, elle permet aussi de prendre du recul, en fait. Tu prends un pas en arrière et tu te dis, ok, genre là, dans le scénario de ma vie, j'ai envie de faire ça. Et du coup, tu le fais. Genre, moi, je trouve ça génial. Et du coup, toutes les choses, tous les trucs, en fait, que t'avais peur, tu sais, tous les petits risques que t'as peur, en fait, ils ont plus aucune importance parce que... For the plot. Et c'est vrai que c'est trop marrant parce qu'avec mes copines, on en parle souvent, on dit tout le temps... je sais pas, vous savez, on fait un truc et tout, et là, on est en mode, allez... For the plot. Et du coup, c'est grave drôle parce que, bah voilà, tu crées des souvenirs et c'est génial, quoi. Parler de la citation tout à l'heure qui était No risk, no story, c'est exactement la même chose. Ça veut dire pas de risque, pas d'histoire. Donc, c'est-à-dire que si tu prends pas de risque, si tu restes. Genre, par exemple, vous voyez, typiquement, moi, j'ai un truc, bon, forcément, c'est le late night talk là, donc je dois donner des exemples de ma vie, sinon, pour illustrer. Moi, j'ai l'impression. Parce qu'en gros, comme je suis en études sup, vous savez, enfin, c'est assez chelou d'ailleurs parce que c'est tout nouveau depuis cette année, mais je suis responsable de moi. C'est-à-dire que si je veux sortir avec mes potes le soir, parce que en vrai, bah du coup, quand on est en études, il y a la vie étudiante, les soirées étudiantes et tout. Si je veux sortir, c'est de mon plein gré. C'est-à-dire que j'ai pas mes parents qui me disent non, tu sors pas, t'as des devoirs. Donc le truc c'est que c'est uniquement moi qui est responsable de moi-même et c'est hyper drôle parce que du coup il y a plein de soirées où je sors pas parce que bah j'ai des devoirs, parce que je suis fatiguée ou quoi, et il y a des soirées où je sors parce que bah du coup je décide de sortir et je fais mes devoirs à d'autres moments. Et en fait c'est hyper drôle comment mes semaines prennent des tournures différentes. Alors le truc c'est que je sais pas si mes potes qui écoutent sûrement ce podcast, je sais pas, ont la même vision que moi, mais je sais pas, en fait j'ai l'impression que ma vie prend un tournant totalement différent en fonction des choix que je fais. Et ma vie est beaucoup plus, genre, je sais pas, excitante et remplie et j'ai plein de souvenirs, genre quand je décide de sortir. Parce que moi, quand je sors, je me dis for the plot, genre, enfin, je sais pas comment expliquer parce que, en vrai, je pense que, genre, je suis bien tranquille dans mon lit et tout, mais je me dis for the plot. Et du coup, c'est grave drôle parce que ma semaine a des tournures totalement différentes. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on se crée des souvenirs, on fait des photos, on rigole et tout ça, ça nourrit genre nos souvenirs. Alors que bah en fait, si j'étais restée chez moi, voilà. Et du coup, voilà, c'est assez intéressant et même dans tous les choix qu'on fait, ça vraiment c'est un truc, mais je ne cesserai jamais d'être impressionnée par ça, par l'effet papillon, par le fait que tout dans la vie est en fait coïncidence et que les coïncidences qui s'enchaînent amènent d'autres opportunités et qu'en fait on a des possibles totalement différents. C'est-à-dire que demain je peux rien faire, être au chômage dans ma chambre à rien foutre, je peux me lancer à fond sur YouTube, devenir youtubeuse, je peux me lancer dans la musique, devenir chanteuse, je peux aller à McDo, je peux travailler au Burger King, enfin bref, en fait, je sais pas comment expliquer, mais tout le monde a un champ de possibles infini, et en fait, bah, c'est que des choix, en fait, la vie. Bref, c'est pas du tout le sujet, mais je veux dire juste que tout est en fait influencé par nos choix, et que si on veut vivre une vie qui est hyper heureuse, pleine de rebondissements, pleine de souvenirs et tout, souvent, faut faire le choix de le faire pour l'anecdote. Parce qu'une vie pleine d'anecdotes, c'est tellement plus, genre, excitant à vivre et cool à vivre, en fait, qu'une vie où, en fait, t'as peur de l'échec, t'as peur du jugement, t'as peur de tester des nouvelles choses. Enfin bref, voilà. Pour moi, la citation No risk, no story, ça veut dire que, en gros, chaque risque à prendre, chaque décision qui peut être inconfortable, en vrai, bah, ça peut devenir un souvenir et une anecdote incroyable à raconter. Et que bah du coup je pense que l'important c'est juste de se lancer dans des expériences et dans des projets, parce que même si au départ ça paraît genre hyper inconfortable, hyper insignifiant, genre tu te dis mais jamais ça va m'amener quelque part, mais en fait ça peut devenir une expérience qui va déjà enrichir ta vie de toute façon, tu vas apprendre forcément quelque chose même si t'échoues, et en plus ça peut devenir un souvenir de fou à raconter plus tard quand à tes petits enfants genre. Bref, cette citation elle a quand même, comme tout, en fait, faut trouver un équilibre dans la vie parce que tout a des bons côtés. Il y a toujours un revers de la médaille, en fait, à ça. Et moi, je voudrais parler du fait que cette citation, elle a aussi une limite.
ça veut dire que quand tu fais tout for the plot, ça va pas non plus. J'ai déjà eu des situations où en fait j'ai été aveuglée par ça. Je saurais vraiment pas expliquer. Mais c'est-à-dire que des fois t'es tellement... Moi du coup, au bout d'un moment, j'ai tellement été dans cette mentalité de do it for the plot, c'est que chaque truc que je me disais, ok, je suis dans un film, ça va être le scénario et je le fais pour l'anecdote. Mais en fait, faut pas non plus totalement se déconnecter de ses valeurs, totalement se déconnecter de sa paix intérieure. Faut pas essayer de... Faut pas tout faire à l'encontre même de tes besoins. C'est-à-dire que si tu sens qu'il y a des choses qui sont pas ok avec toi, qui sont pas alignées avec toi, mais qu'il y a cette petite voix dans ta tête qui te dit « Ah, ça pourrait être cool et tout, fais-le pour l'anecdote », faut quand même que tu sois responsable de toi, faut quand même que t'aies une sorte de rationalité qui puisse te permettre de te contrôler et qui puisse te permettre de quand même t'écouter et de savoir où est ta limite, parce que chacun a une limite différente, bien évidemment. C'est un long chemin, je pense, c'est un long chemin. De toute façon, c'est comme le chemin de la paix intérieure, c'est comme le chemin de la confiance en soi. C'est que c'est très dur à atteindre, mais une fois que je suis là, c'est génial, genre tu peux tout faire. Et du coup, voilà, c'est assez compliqué. Et en vrai, en tant qu'étudiante, enfin que nouvelle étudiante, là, je vais bientôt avoir 19 ans, mais j'ai quitté ma famille et chez moi et tout il y a à peu près 6 mois. Donc du coup, c'est tout nouveau pour moi, le fait d'être indépendante, de devoir me gérer toute seule, etc. J'arrive un petit peu plus là maintenant déjà, je commence à m'habituer. Mais ce truc-là est toujours là dans un coin de ma tête, à me dire que à la fois faut que... En fait, cette partie de la vie m'impressionne beaucoup, parce que moi je suis un peu séparée entre deux grandes façons de penser. À la fois j'ai la façon de penser de me dire du coup vraiment le truc de je m'en fiche de tout, un peu pas je m'en foutiste, mais un peu délusionnel, genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre typiquement du do it for the plot, ça veut dire que vivre, en fait, la mentalité, ce serait vivre dans l'instant présent et pas, genre, se soucier du futur, mais absolument pas. C'est-à-dire que, genre, je sais pas, tu vois, si j'ai de l'argent, en fait, j'ai tout dépensé d'un coup parce que, faut saisir les plaisirs de la vie et un peu cette mentalité de se dire, mais ça se trouve, en fait, je sais pas de quoi demain est fait et un peu de vivre comme si demain n'existait pas. Voilà, donc, à la fois, genre, j'adore cette mentalité et à certains moments, je suis vraiment en mode, je veux devenir comme ça. C'est-à-dire que vraiment, je n'ai aucune attente pour le futur, je n'ai aucune peur sur ce qui pourrait arriver. Ce serait génial, hein, mais... Et d'un côté, donc, il y a ça, et de l'autre, je pense que cette mentalité de vivre comme si demain n'existait pas n'est pas non plus totalement bonne. Parce que faut quand même t'assurer un futur, faut quand même avoir des projets. Moi, j'aime aussi avoir une routine, avoir des projets, avoir des... me projeter dans l'avenir, faire des études pour après faire un métier, etc., économiser de l'argent par exemple pour après faire des projets plus tard. Et du coup c'est vrai que c'est assez dur pour moi de trouver l'équilibre et l'alliance en fait de ces deux mentalités que j'aime beaucoup et qui je pense sont aussi positives toutes les deux. Parce qu'à la fois voilà, d'avoir des projets, de placer son argent, de se gérer, etc., c'est aussi super et ça peut permettre d'avoir l'espoir au futur. Mais après il y a toujours ce truc qui me rattrape. Quand je suis en mode faut quand même que je pense au futur, il y a toujours ce truc qui me rattrape qui dit mais ça se trouve demain ça existe pas. Genre ça se trouve demain tu peux très bien, il peut se passer quelque chose qui en fait va complètement bouleverser le reste de ta vie et du coup t'aurais pas profité parce que t'auras trop été dans le futur. Et du coup, je sais pas où me placer. Enfin je sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans mon cas, mais du coup je sais pas où me placer, je sais pas comment trouver l'équilibre entre à la fois profiter et à la fois quand même prévoir voilà. Pourquoi je parlais de ça? Parce que voilà, do it for the plot, c'est la mentalité de se dire on s'en fiche un peu des répercussions que les événements vont avoir, mais il faut quand même pas oublier que chaque chose a quand même des conséquences et que y a des répercussions, il y a toujours des répercussions. Typiquement, tu vois, si t'as une interaction avec quelqu'un et que tu dis do it for the plot et que tu fais de la merde avec cette personne, forcément, genre sur le coup, tu vois, pour l'anecdote, forcément tu pourras raconter ton anecdote, tu seras bien content et tout, tu feras le fier. Mais je pense que tu feras moins le fier quand cette personne-là va avoir un impact dans ta vie, genre dans le futur, et que du coup, t'auras toujours cet événement qui s'est passé entre vous, ou l'interaction que vous avez eue, bref, peu importe que ce soit une engueulade, bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Mais tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ok, tu l'auras ton anecdote. Mais est-ce que tu seras capable d'assumer les conséquences dans ton futur?
Alors forcément, si demain n'existe pas, bah autant tout vivre pour l'anecdote, tout faire pour le plot. Mais moi je trouve qu'il y a quand même des limites à cette phrase et c'est important d'en parler parce que je trouve qu'on la romantise trop cette expression. On la met sur les tableaux, sur des affiches. Combien de trucs sur Pinterest je vois de do it for the plot. Mais c'est trop, les gars, c'est trop. Parce que si tu es trop dans cette mentalité, ça ne va pas et ça peut être aussi très malsain dans la finalité. Et voilà, moi je l'ai vécu moi-même, de faire des choses en fait qui ne sont pas alignées avec moi-même, ne sont pas alignées avec mes valeurs. Et une fois que je les ai faites, genre pas sur le coup, je m'en rendais pas compte sur le coup, mais une fois que je les avais faites, je me suis dit mais en fait non, c'est pas moi ça. Genre pourquoi je voulais pas faire ça et en fait j'ai été aveuglée par cette phrase qui est hyper puissante, qu'on se le dise. C'est ce que je disais, quand tu oses pas faire un truc, cette phrase elle est hyper puissante. Ça peut te faire changer d'avis de plein de trucs, ça peut te réveiller, c'est génial. Mais elle peut être aussi trop présente. Et c'est là où je dis qu'il y a vraiment des limites à ça. Donc du coup, comme dans tous les late night talks, j'ai un peu des questions. Après, bien sûr, là je suis toute seule, donc il y aura qu'un point de vue, je suis désolée. Je vais essayer quand même de, comme je le fais dans le début de l'épisode, mais essayer de quand même balayer un peu tous les aspects de cette citation. Et puis je vous invite aussi à ces questions-là, à vous les poser à vous-même, même dans tous les épisodes en fait, parce que ça peut permettre, je sais pas s'il y en a qui connaissent le shadow work, mais en gros c'est le fait de se poser des questions sur des choses de notre vie pour en fait prendre conscience de choses qui peuvent avoir des répercussions dans le présent. Waouh, je sais pas si on a compris ce que je voulais dire, mais par exemple, vous voyez, en se posant des questions sur des choses qui se sont passées dans notre enfance par exemple, ça peut relever des traumatismes et des choses qui en fait ont encore un impact dans le présent. Et rien que d'en prendre conscience, ça permet d'en diminuer l'impact et aussi d'essayer de travailler sur ça pour en fait plus qu'elle nous implique et qu'elle nous impacte dans le présent en fait. Donc du coup, ces questions elles peuvent un peu faire office de journaling ou de shadow work pour vous. Donc n'hésitez pas à genre aussi vous poser la question en même temps que moi je me la pose à moi. C'est un peu chelou d'ailleurs comme concept. En fait, je sais même pas ce que je suis en train de faire parce que je suis en train de me faire une conversation avec moi-même, c'est hyper chelou les gars. Mais vous inquiétez pas, il est tard, c'est pour ça, il est 2h du matin. Je parlais du coup tout à l'heure de la zone de confort, de sortir de sa zone de confort et de saisir les opportunités. Et du coup là j'ai une question qui est, peux-tu raconter une expérience où tu as fait quelque chose uniquement pour l'anecdote? Donc de base, mon impulsion pour commencer c'était do it for the plot. Et en fait, faudrait que je raconte un moment où en fait ça s'est révélé être une super décision. C'est hyper dur comme question je pense. Je vais essayer de réfléchir. Je pense que ça y est, je l'ai. J'avais d'ailleurs fait un épisode, en fait, ça m'avait tellement marqué cet événement que j'avais fait un épisode sur... En fait, l'épisode s'appelle, vous pouvez aller rechercher. Je sais pas exactement, c'était au début de mon podcast. C'était il y a un an, en fait, en février 2024. Cet épisode, il s'appelle « Le bonheur se trouve en dehors de notre zone de confort ». C'est du coup relié à ça et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai fait for the plot. En gros... l'année dernière, je faisais allemand en fait. Et l'année dernière, j'étais en terminale. Et ma prof d'allemand en fait proposait un voyage, un échange en fait avec des correspondants en Allemagne en février. Et moi, j'ai tout de suite... je sais qu'il y en a beaucoup de ma classe qui n'étaient pas très ouverts à ça. Genre, ils disaient... ouais, genre flemme d'accueillir des gens que je connais pas chez moi et tout. Enfin, voilà. Et moi, en fait, je me suis tout de suite dit... Waouh, genre l'expérience de fou. C'est trop bien. Et je me suis dit, je vais le faire pour l'anecdote, parce que moi je pourrais raconter ça, et la preuve, là, je suis en train de vous raconter ça, et je pourrais vous raconter tout mon voyage et tout mon échange, qui s'est super bien passé, et je suis super contente d'avoir sauté le pas et d'être sortie de ma zone de confort, parce que pour le coup, pour inviter chez soi une personne que tu connais pas, qui ne parle pas ta langue, qui de base, c'est pas tes potes, enfin, genre tu le connais pas, voilà, et ensuite aller dans un pays que tu ne connais pas, chez quelqu'un que tu connais pas trop, avoir des habitudes de vie complètement différentes pendant une semaine, c'est franchement pas dans notre zone de confort. Je sais que quand je suis arrivée en Allemagne, j'étais là en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, je garde un super souvenir. Avec ma choresse, on en a trop parlé et c'était trop bien parce que au final, genre déjà super décision parce que j'ai fait des rencontres de fous, genre les Allemands sont trop gentils, genre vraiment on a fait plein de trucs trop bien. J'ai rencontré tous ses potes et tout et on se parle encore avec ma choresse, c'est trop bien. Je pense qu'elle va bientôt venir en France d'ailleurs et ce serait trop bien qu'on se revoie, mais voilà. Et en plus ça m'a tellement aidé par rapport, enfin ça m'a ouvert un peu les yeux sur les langues, parce que bon je vous avoue, on n'a pas tellement parlé allemand parce que je ne sais pas parler allemand et elle parlait pas non plus hyper français, on a surtout parlé en anglais, mais ça m'a fait tellement progresser. Je suis partie une semaine et elle est venue une semaine, on parlait que en anglais entre nous
Et pourtant on arrivait vraiment à tenir des conversations, et justement on a eu toute une conversation autour de la zone de confort et tout, et elle me donnait son point de vue aussi, que bah pour elle c'était genre hors de sa zone de confort et tout, et que bah elle était trop contente d'avoir sauté le pas, et je lui ai dit que la même chose, enfin voilà. Et donc je pense que voilà, de base mon impulsion première c'était de le faire pour l'anecdote, et bah pour le coup je suis hyper contente de l'avoir fait, et voilà. Je pense que j'aurais plein d'autres trucs à raconter. Ah oui, aussi une autre expérience qui m'a beaucoup impactée dans ma vie, c'est de faire des colos. Mais en particulier ma dernière colo que j'ai faite du coup quand j'avais 17 ans, parce que bah 17 ans je crois c'est le dernier, ouais c'est ça, c'est le dernier âge à laquelle tu peux faire une colo, genre colo de vacances hein, je parle. Et en gros ouais, j'ai fait une colonie où en fait de base je partais tout le temps, en fait en colo j'y suis souvent allée, mais je partais tout le temps avec des amis, donc je connaissais déjà des gens en fait en arrivant. Et là cette colo, j'ai une pote, de base on partait ensemble en colo souvent, et en fait bah elle est pas venue une fois, elle pouvait pas en été, et c'est vrai que je me suis longtemps posé la question, est-ce que du coup je devrais partir ou est-ce que je pars pas parce qu'elle peut pas venir. Et je me suis dit, allez, je vais partir toute seule, au pire je me ferai des potes là-bas, et bah force de plot quoi. Et en fait bah ça a été une des meilleures colos, je pense que c'est la meilleure colo que j'ai fait de ma vie, un des meilleurs étés que j'ai passé hein. Je suis partie 2 semaines et demie, je sais plus exactement, et en fait j'ai rencontré des gens, mais je suis tellement reconnaissante des potes que je me suis fait. On a passé des semaines mais incroyables, on a fait tellement de trucs cool, la colo était géniale, et bah en fait je suis encore en relation avec je suis encore en contact avec mes potes de colo. On se voit en fait l'été, puisqu'en fait du coup moi j'habite dans le sud, des copines avec qui je suis vraiment restée en contact, elles habitent à Paris ou dans le nord, et j'ai d'autres potes aussi qui sont dans le sud, enfin bref. Et donc on habite absolument pas au même endroit, puisque de toute façon les colos en vrai c'est un peu fait pour ça, je trouve, c'est pour mélanger les gens qui n'habitent pas forcément au même endroit. Et du coup on s'est vu à cette colo là, on s'est revu l'été dernier, et on se revoit, là on est en train d'organiser nos vacances pour se revoir encore cet été pour partir en Espagne, ça va être trop bien. Vraiment ma conclusion c'est que une fois que t'as l'équilibre et que t'arrives à ne pas prendre le néfaste de cet état d'esprit de le faire pour l'anecdote, mais ça change la vie les gars, ça nous fait des souvenirs de dingue. Et après quand tu seras vieux, mais tu pourras raconter des trucs de fou sur ta vie, genre je trouve ça tellement satisfaisant de se dire ça. Donc vraiment je peux que vous conseiller de le faire. Souvent je le conseille dans mes épisodes hein, si vous suivez un peu les épisodes d'habitude, je dis souvent de sortir de sa zone de confort, et que c'est ça qui fait que le bonheur en fait, enfin voilà, tout se cache dans cette phrase. Le bonheur se trouve hors de notre zone de confort. Je suis désolée, mais c'est la phrase la plus vraie que j'ai jamais entendue. J'aurai encore des anecdotes. En fait, je vais raconter un peu ma vie, je suis désolée. J'espère que ça vous intéresse. J'espère peut-être qu'il y en a qui peuvent se retrouver dans mes anecdotes à moi, en fait. Mais c'est que voilà, en fait, c'est un peu le concept de l'épisode. C'est des épisodes qui durent un peu plus longtemps que d'habitude, dans lesquels on parle un peu. Et comme ça, en plus, vous pouvez apprendre un peu plus me connaître et un peu plus savoir la personne qui est derrière ce micro. S'il y en a, du coup, qui n'ont pas connaissance de ma chaîne YouTube ou qui viennent pas de YouTube, j'ai fait beaucoup de vlogs pendant mes années lycée parce que j'étais à l'internat, comme je le disais tout à l'heure. Et l'internat et mon lycée, en fait, ça a été aussi une chose que j'ai faite for the plot, parce qu'en fait, je suis allée dans un lycée ou dans une autre ville que mon lycée, parce qu'en fait, ils proposaient la spécialité cinéma. Et en fait, je pense que même tout mon rêve et tout, bah, mon orientation et mes études autour du cinéma, en fait, sont entre guillemets pour l'anecdote, parce que de base c'est un peu ça, c'est que moi j'ai toujours été passionnée par ça, je me suis toujours dit c'est fou de pouvoir faire des films, et c'est vrai que je trouve dans la conscience collective c'est pas évident, c'est un peu un rêve qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire, je pense, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer. De nos jours je pense quand même que c'est un peu plus démocratisé, mais il y a quelques années, même, enfin ouais, bref, il y a quelques décennies, c'est quand même pas évident, et même moi en fait je tombe encore sur des gens qui ne croient pas en moi, et qui ne croient tout court pas en l'industrie du cinéma, et que le cinéma peut être un métier. Et encore aujourd'hui ça se démocratise bien sûr avec l'internet, les réseaux sociaux, etc. Mais bref, c'est pas le sujet. Je disais donc que voilà, moi ça a pas été évident de dire oui, moi j'ai envie de faire du cinéma, de candidater dans un lycée qui faisait ça, d'aller à l'internat, ça a été beaucoup de sacrifices en fait. Mais j'avais toujours ce truc de me dire, au moins je le ferai, et je le fais, et point barre quoi. Je me pose pas 50 000 questions, je me dis pas que ça va pas réussir, que j'ai peur de l'échec ou quoi. Et en fait ça m'a amené là où je suis encore aujourd'hui, et de toute façon c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous mes choix sont une suite, toute ma vie en fait, une suite de choix. Et si je suis là maintenant, présentement, en train d'enregistrer un podcast, c'est dû à
plein de choix différents et à plein de choses qui sont passées dans ma vie. Et bref, c'est tellement intéressant. Il y a un livre que j'ai lu qui m'a ouvert les yeux sur ça, c'est le livre des coïncidences de Dr Deepak Chopra, je crois. Si je suis ici, c'est parce que je suis en train de faire des études de cinéma, parce que j'ai choisi de faire ce lycée. Et bref, je suis hyper reconnaissante de ça. Et pareil, et en fait, je dirais la même chose encore dans la continuité de mes études, que cette école de cinéma là, bah j'aurais pu choisir de faire un truc plus conventionnel. J'ai eu des facs sur Parcoursup, hein, j'aurais grave pu faire ça. C'est une super décision parce que j'ai rencontré des personnes incroyables et tous les jours je suis reconnaissante de cette école et tous les jours je vais en cours et je suis hyper contente de ce que j'apprends et voilà, je l'ai quand même fait pour l'anecdote de base en fait et c'est beau parce que bah ça m'a amené quelque part où je suis hyper heureuse. Donc voilà, je vous souhaite à tous de pouvoir vivre ça un jour. Et du coup, j'ai la question qui est à l'inverse. Est-ce que j'ai déjà regretté d'avoir pris un risque for the plot? Enfin, juste pour le plot, quoi. Et je pense que oui. J'en ai plusieurs en tête. Là, il y en a une qui est assez... Et je pense que plusieurs personnes pourraient s'identifier à ça. Comme je disais tout à l'heure, du coup, en arrivant, je savais pas trop encore comment gérer le fait. Parce que du coup, comme j'avais plus mes parents pour me dire quoi faire, mais là je vous explique pas la débandade. C'est-à-dire, et puis même on a parlé avec mes potes, mais on était tous genre waouh, la dinguerie, la liberté et l'indépendance. Donc on sortait beaucoup, donc on parlait, on se couchait tard, bref, vous voyez un peu le bail et la vie étudiante et bref, les soirées, les machins. Et en fait, je me suis toujours dit, bah comme je le disais, que avant de sortir et tout, je me disais allez, c'est pour l'anecdote et tout, je le fais parce que bah drôle, on va vite des souvenirs quoi et je pourrais raconter ça, genre vraiment le truc de l'anecdote quoi. Et en fait je me suis rendu compte après plusieurs fois que c'était pas du tout aligné avec moi et avec ma paix intérieure et que moi j'avais besoin pour être bien de moments seuls, de dormir. Je dis ça MDR, il est 2h du mat, mais j'ai besoin, vous voyez, d'un petit moment comme ça avec moi-même là où je vous parle en fait et de moments calmes en fait. Et du coup j'ai été hyper malade parce que j'étais super fatiguée. Et bref voilà, donc pour moi ça c'était un peu... Enfin j'ai un peu regretté d'avoir fait tous ces choix et d'avoir tout fait pour le plot alors qu'au final je m'écoutais même pas moi et je prenais même pas soin de ma santé physique et mentale aussi parce que je dormais pas, mais du coup c'était aussi beaucoup de charge mentale d'être tout le temps avec des autres, de jamais vraiment recharger ma batterie sociale et tout. Et voilà, donc c'est un exemple que peut-être d'autres genre pourront s'identifier à ça. Sinon là j'en ai pas d'autres en tête, mais en vrai je pense qu'il y en a d'autres. Des fois où je me suis pas assez écoutée, des fois où j'ai pas fait attention à genre je me suis pas réellement écoutée. En fait c'est un peu ce que je disais, si vous avez pas écouté le podcast, enfin l'épisode du Let's Grow podcast sur le fait de se choisir soi, n'hésitez pas à aller voir, je parle un peu de ça. Mais des fois je me suis pas choisie moi, j'ai plus choisi ce qui devait être pour le plot du coup, et c'était pas aligné avec moi et bref. Voilà. J'ai une question qui est hyper intéressante, mais en fait je pense que je suis pas moi-même capable de réellement y répondre. Bon, je vous la lis. En gros, c'est comment distinguer une opportunité qui vaut le coup d'être saisie d'une impulsion qui pourrait être néfaste. Donc en fait, c'est là que tout repose, hein. On est bien d'accord. Tout ce que je parle depuis le début, là, tout l'équilibre que je cherche sans cesse et que je pense tant de personnes cherchent repose dans cette question. C'est comment est-ce que tu peux savoir si en fait ça vaut le coup ou alors si ça va genre te nuire. Et bah moi le seul truc que je pourrais dire c'est, je pense qu'il faut faire confiance à son intuition, il faut écouter son intuition. Moi il y a certaines fois où genre je me disais non là franchement j'ai envie de rester chez moi, j'ai pas envie de sortir. Et du coup genre je sais pas, je sentais au fond de moi que là ça non, genre j'avais pas envie. Bah du coup j'allais pas chercher plus loin et j'allais pas essayer de me convaincre en me disant do it for the plot, nanana, parce que mon intuition me disait que non, valait peut-être mieux pas. Et je pense qu'une opportunité qui vaut le coup d'être saisie, c'est si ça te fait peur. Parce que une autre citation, d'ailleurs c'est mon fond d'écran tellement je l'aime cette citation, c'est feel the fear but do it anyway. Donc en gros ça veut dire ressens la peur en toi mais fais-le quand même. Parce que je pense que la peur, bon bien évidemment tout est relatif, hein, on est bien d'accord que je parle pas non plus des peurs qui te sauvent la vie, hein, évidemment. Et je parle des peurs, donc plus des appréhensions en fait. Par rapport à des opportunités et par rapport à des expériences que tu pourrais vivre. Si, imaginons, je reprends l'exemple de mon échange en Allemagne, j'avais peur. Je me suis dit, oh là, enfin j'appréhendais, tu vois, je me disais, purée, quand même je connais pas la personne et tout, c'est un peu, ça fait flipper quoi. Bah du coup, dans ces cas-là, comme j'ai peur,
J'ai ressenti ma peur, j'ai feel the fear, quoi. Mais je me suis dit, je le fais quand même. Et pour moi, du coup, c'est comme ça que tu peux reconnaître une opportunité qui vaut le coup d'être prise. Voilà. Mais si t'as une intuition, parce que je pense que la peur et l'intuition, c'est très différent. Et c'est à force de voir la différence et à force de les vivre que tu peux les différencier, je pense. Mais voilà. En tout cas, pour moi, c'est ça. Et bien sûr, tout est genre, c'est à prendre avec des pincettes, hein, c'est pas appliqué partout, tout le temps. Genre, des fois, si t'as peur, tu le fais pas, c'est pas grave, c'est ok. Tu prendras le risque et l'opportunité une prochaine fois et c'est ok, complètement. Écoute-toi. Genre, vraiment, le plus important, c'est de s'écouter. Ensuite, j'ai une question, c'est comment cette mentalité t'a-t-elle permis de surmonter la peur du regard des autres? Alors, je n'ai pas encore totalement surmonté la peur du regard des autres, hein, je le dis direct. C'est hyper dur et en particulier, je pense que quand t'es jeune, c'est encore plus compliqué. J'espère qu'avec le temps, j'arriverai un peu plus. Mais ça m'a quand même aidé, ça m'a aidé, ouais. Je pense que ça m'a vraiment aidé parce que comme je le disais tout à l'heure, quand j'étais petite, mais jamais de la vie, j'aurais pensé un jour enregistrer un truc et donner mon avis sur des choses que des gens allaient écouter. Genre jamais j'aurais osé faire ça, jamais j'aurais osé exposer ma vie dans des vlogs, jamais j'aurais osé parler à autant de gens, jamais j'aurais osé de faire d'études de cinéma et d'expliquer mon rêve et d'être confiante en mon rêve. Si j'avais pas eu cette mentalité. Ça m'a aidé dans le sens de prendre conscience que j'avais qu'une seule vie et que en fait fallait profiter un max parce que j'avais genre le moment que je suis en train de vivre, je vais le vivre qu'une seule fois. Donc autant le vivre pleinement, quoi. Moi c'est ça que je me suis dit. Et du coup, en fait c'est assez intéressant. Je veux pas du tout genre ça peut paraître hyper superficiel ce que je vais dire, mais en gros moi ça fait déjà 3 ans, même 4 ans en fait, que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et en vrai YouTube ça prend du temps, je pense, parce que quand tu perces pas, franchement ça prend du temps à prendre des abonnés. Et c'est un peu la même chose vous voyez TikTok ça va quand même plus vite l'algorithme que YouTube, parce que YouTube c'est quand même des vidéos plus longues et les gens s'abonnent vraiment s'ils sont intéressés par toi. Enfin en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai. Et du coup ça fait 3 ans que je fais des vlogs et tout. Bon après évidemment je peux m'en vouloir qu'à moi-même si j'ai pas plus percé parce que j'ai pas non plus été hyper régulière. Enfin voilà, en fait moi YouTube c'est vraiment une plateforme sur laquelle je poste quand j'en ai envie, quand ça me fait plaisir et quand en fait vraiment je me force à rien. Je veux pas être influenceuse, c'est absolument pas mon but. Bref, tout ça pour dire que je commence juste maintenant à récolter entre guillemets les fruits de mon effort. Ouais, je sais pas si c'est hyper compréhensible comme ça. En gros, là ça y est, j'ai 2000 abonnés. Je vais bientôt avoir la monétisation YouTube et il y a des gens autour de moi qui me connaissent et bref, en tout cas ça m'a fait trop plaisir parce que vous voyez j'étais dans mon école de cinéma et en gros il y a une fille qui est venue aux portes ouvertes et tout parce qu'elle avait vu mes vlogs et qui s'est inscrite dans l'école et tout, enfin, voilà. Et le fait que cette fille me connaisse, enfin en fait je sais pas comment expliquer mais vous voyez c'est hyper, de toute façon c'est super bizarre quand quelqu'un en fait te connaît alors que toi tu la connais pas, mais c'est assez marrant en vrai. Et j'ai jamais vécu ça, j'avais jamais rencontré d'abonnés et tout. Et du coup, oui, en gros, je commence juste à récolter les fruits des 3 ans où en fait j'ai posté à fond en ayant 50 abonnés et 3 likes, quoi. Et en gros, maintenant, avec le recul, je me dis que je suis très contente de l'avoir fait, aussi jeune. Parce que je pense que ça pourra peut-être m'apporter des trucs dans le futur, en fait. Rien que, vous voyez, là j'ai envie de faire un podcast. Si j'avais pas forcément de chaîne YouTube, je pense que j'aurais pas forcément d'audience. On serait pas autant. Et du coup, je suis contente parce que je pense que ça pourra m'apporter quelque chose de toute façon plus tard. Alors que si j'étais restée dans cette mentalité d'avoir peur du regard des autres, j'aurais jamais osé le faire quand j'étais au lycée. Parce que, au lycée, vous voyez, tout le monde est au courant de tout. Et en vrai, oui, il y a des gens qui ont déjà critiqué le fait que j'avais une chaîne YouTube. Mais le fait de me dire voilà je le fais pour l'anecdote, au pire si ça marche pas, j'aurais pu dire que j'ai essayé au moins, du coup ça m'a permis de surmonter ce regard des autres et du coup aujourd'hui je peux faire des vlogs tranquilles et avoir comme une audience et récolter les fruits de mon travail. Bref, voilà, en tout cas pour YouTube ça m'a aidé. Du coup si vous connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir, ça me ferait super plaisir et ça me soutiendrait beaucoup. Et le podcast en fait c'est un peu la même chose parce que de base j'avais un peu peur mais au final voilà je me suis dit si ça marche pas, c'est pas grave. Et je suis tellement contente parce que je m'attendais pas à aussi vite avoir autant d'écoutes. Enfin genre les gars c'est une dinguerie, on est 900 bientôt.
comment ça 900 sur un podcast, enfin, bref, vous êtes trop mignons. J'ai toujours des retours super positifs par rapport au podcast, donc je suis très contente. Et si jamais tu veux, n'hésite pas. Mon podcast est aussi publié sur YouTube, donc tu peux laisser des commentaires dans les vidéos YouTube ou alors sur Spotify ou m'envoyer même un message sur Insta. De toute façon, tout est dans la description. Et bref, désolée, je fais ma pub, c'est horrible. Je déteste les gens qui font ça. On va passer maintenant aux limites du Do It For The Plot. Donc les limites, les fameuses limites dont je parle depuis le début. Donc plutôt le côté négatif, le revers de la médaille en fait. La question c'est, est-ce que j'ai déjà ressenti une pression à devoir toujours vivre des expériences intenses ? La réponse est oui. Parce que quand t'es trop dans cette mentalité, et que du coup tu t'entoures de gens qui sont dans cette mentalité, à un moment tu te retrouves bloqué. C'est-à-dire que tu vas te dire tout le temps, oui, est-ce que je devrais vraiment vivre ces expériences Enfin, je sais pas comment expliquer. Et en fait, tu te sens, entre guillemets, en mode, oui, mais attends, mais même moi, je me dis ça et je suis même pas capable de le faire quand j'ai peur ou quand j'ai pas envie. C'est là que faut être, je pense, assez mature et assez grand pour se choisir soi, pour se respecter soi et s'écouter et savoir quand est-ce que c'est en accord avec toi ou pas. C'est là où je dis, moi, j'ai beaucoup ressenti cette pression et du coup des fois très bien souvent même j'ai fait des fois des trucs force de plot alors que en fait c'était vraiment pas bien et j'aurais dû pas franchir cette limite, mais je pense que j'étais pas assez consciente de ça. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir qu'il y a des limites à cette citation qui est pourtant très belle, mais cette mentalité qui est géniale vraiment pour vivre des expériences de fou, mais que voilà, faut pas non plus que ça tourne au vinaigre quoi, en fait, j'ai envie de dire. Oh waouh, j'ai une autre question qui est hyper intéressante, c'est est-ce que j'ai déjà ressenti du vide après avoir recherché des expériences intenses, comme si ça ne suffisait jamais? Et ça, c'est totalement ce que j'allais dire. Je suis une personne, en fait, j'ai vraiment du mal avec les transitions, j'en ai déjà parlé. Je pense que je suis pas la seule. C'est-à-dire que même quand il y a des situations, genre, typiquement, le truc que j'affronte au quotidien, c'est le fait de vivre toute seule, d'être dans ma routine indépendante dans mes études et tout, genre ma vie d'étudiante en fait, et la vie de famille pendant les vacances, pendant les week-ends et tout ça. En fait, quand je suis là dans ma vie étudiante, là typiquement je suis dans mon appart à moi, je suis indépendante, quand je pense au fait que ce week-end je dois rentrer chez mes parents, ça me saoule. J'ai pas envie de rentrer chez mes parents. Je suis bien là où je suis. Et une fois que je serai chez mes parents et que viendra la fin des vacances ou des week-ends, en fait je suis bien. Donc j'aurais pas envie de retourner dans mon appart toute seule. Et pourtant, quand je suis ici, je sais que je serai bien avec mes parents. Et inversement, quand je suis chez mes parents, je sais très bien que je serai hyper bien ici, dans ma vie étudiante, avec mes potes, dans mes études. Mais j'ai du mal avec les transitions. Donc j'ai toujours appréhendé ça. Et c'est la même chose quand en fait je vis des souvenirs. C'est-à-dire que je suis une énorme nostalgique, mais plus nostalgique tu meurs quoi. Carrément, tellement je suis nostalgique, j'ai aussi de la pré-nostalgie, pour vous dire. J'en ai parlé un petit peu dans un épisode qui s'appelle Se relever, un épisode que j'ai fait il y a 2-3 semaines je crois. N'hésitez pas à aller voir. La pré-nostalgie, donc en fait c'est même quand je suis en train de vivre le moment, je suis déjà en train d'appréhender le fait que je vais avoir du mal à avoir une transition et je vais avoir du mal à digérer cet instant et à me dire que ça va être fini. Tu passes tout ton souvenir et tout le truc, le moment cool et le moment présent qui est génial que t'es en train de vivre, à te dire merde, je vais regretter après et je vais être hyper nostalgique. Et du coup après, une fois que le moment est fini, t'es nostalgique de pas l'avoir vécu à fond. Enfin vous voyez le truc, mais totalement contradictoire, mais c'est un cercle vicieux quoi. Et moi du coup, dès qu'il y a des événements, des trucs géniaux dans ma vie, et en fait, entre deux événements comme ça, vu que je fais tout for the plot quoi, du coup je me sens vide, mais seule, perdue. Et je me remets tellement en question, alors qu'il n'y a aucun lieu de me remettre en question. Mais en tout cas voilà, donc cette question, je réponds un grand oui, et je pense que je suis pas la seule à vivre ça. Mais le truc c'est que vous voyez, j'ai aucun conseil à donner. C'est horrible. Je pense que les late night talk, en fait, ça va pas être des épisodes dans lesquels je donne des conseils, parce que c'est souvent des choses que j'affronte moi-même. C'est juste pour me livrer et pour vous montrer que si jamais vous pensez comme moi, vous êtes pas seul. Et même moi, ça peut me permettre de, me rendre compte que je suis pas la seule. Mais en tout cas, sur ça, les gars, je suis désolée, j'ai aucun conseil à donner. Si jamais vous en avez, mais je suis preneuse à fond. J'en parle souvent avec mes potes et je pense qu'en vrai, personne ne sait vraiment. Parce que je pense qu'on est tous des grands nostalgiques. Et je trouve que c'est tellement dommage, là, ce que j'ai raconté sur la pré-nostalgie, c'est que il y a des moments où, en fait,
on regrette des choses qu'on est en train de déjà vivre. Genre, c'est quoi cette dinguerie? Genre, pourquoi l'être humain est aussi compliqué? J'ai un autre truc que je voudrais aborder. C'est la FOMO, la Fear of Missing Out. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est la peur de passer à côté des choses. Enfin, de rater des moments marquants, de rater des souvenirs. Parce que je pense que c'est intrinsèquement lié à tout ce que je viens de raconter, en fait, du Do It For The Plot. Parce qu'en gros, la FOMO, s'il y en a qui savent pas, du coup, et qui n'ont jamais vécu ça, mais moi, en tout cas, je suis vraiment... j'ai vraiment ça, en fait, et il y en a plein qui sont comme ça, en vrai. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, je reprends encore, évidemment, mon exemple des soirées étudiantes et tout, parce qu'en vrai, c'est un truc peut-être que beaucoup de gens peuvent s'identifier. Mais vous voyez, quand je reste chez moi, parce que je décide que c'est mieux pour moi que je reste, et soit que j'ai des devoirs, soit que je suis fatiguée, ou alors que, je sais pas, j'ai pas un sentiment de fou, j'ai toujours, même si en vrai, je suis en accord avec moi-même, parce que si je décide, vu que j'ai pas j'ai pas mes parents qui me disent non, tu sors pas, vu que c'est moi qui est l'unique décisionnaire là-dedans, je suis quand même en accord avec mes décisions, avec mes choix, parce que sinon j'irais en fait. Mais j'ai toujours ce petit truc, vous avez cette petite voix qui vous dit oh, mais ça se trouve, t'es en train de rater un truc de fou, oh, mais ça se trouve, là tu rates la soirée de l'année, oh, mais ça se trouve, du coup tu vas rater des délires entre les gens, et du coup tu vas être plus à l'écart et tout. Et ça en vrai, c'est inconscient, hein, parce que je sais très bien qu'en vrai, on va vivre tellement de trucs dans notre vie, il y a tellement de soirées qui sont cool que c'est pas parce que j'en rate une de fou que ça va être la fin de la fin du monde. Et je sais très bien que c'est pas parce que je viens pas que je vais être à l'écart parmi mes amis et tout. Mais inconsciemment, j'ai toujours ce petit truc qui... Vous voyez ? Et pour moi, la FOMO, en tout cas, elle se manifeste comme ça. Alors, je pense que ça dépend de chaque personne, en vrai. Il y a plein de gens qui peuvent... avoir plein de visions différentes par rapport à ça. Mais voilà, et du coup, la question c'est comment est-ce que je gère cette peur-là ? Et en fait, je la gère tout simplement pas. C'est-à-dire que j'essaye de relativiser, comme je disais, et de me dire, non, c'est bon, genre il y aura plein de soirées que je vais pas rater, qui seront géniales, tout aussi géniales, et non, je ne serai pas à l'écart, et non, je vais pas rater plein de choses. Et je pense qu'à force de dire ça, en tout cas moi j'y arrive un peu mieux. C'est vrai qu'au début de l'année c'était assez dur pour moi. Là, à force de faire ça, et à force de voir qu'en fait ça allait très bien quand je venais pas, et que c'était pas non plus la fin du monde, et la Terre continue à tourner, hein, et même pour les autres, je veux dire, ça change rien. Et en fait, ça m'a vraiment rassurée, et du coup, maintenant, j'arrive beaucoup plus à être en accord avec mes choix, et à m'écouter, en fait. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir que, genre, exactement comme le dernier épisode du Let's Go podcast, le titre, c'est « Se choisir soi, ce n'est pas rejeter l'autre ». Et de prendre conscience de ça, que c'est pas parce que tu t'écoutes, c'est pas parce que, genre, là, typiquement, je vais pas en soirée avec mes potes, que c'est que je suis une grosse égoïste, et que, de 1, ils vont me mettre à l'écart, et de 2, que c'est complètement que genre je les rejette et que je veux pas passer du temps avec eux. Prendre conscience de ça aussi, ça m'a aidé, je vous avoue, donc n'hésitez pas à l'écouter l'épisode. Par rapport à la FOMO, je pense qu'on pourrait plus développer en vrai, enfin genre des questions plus... Je vais essayer de trouver d'autres questions. Et du coup oui, en fait je pense que la citation est vraiment... En fait, je pense qu'elle n'est même pas intrinsèquement parce qu'elle est vraiment liée à la FOMO. Parce que du coup, le fait de vouloir vivre intensément, de vouloir avoir des anecdotes dans sa vie, ça te met dans un état d'esprit où en fait t'as l'impression que tous les événements et tout ce qui se passe autour de toi sont peuvent potentiellement devenir des souvenirs marquants et des événements à vivre absolument. Puisque du coup, tu te dis que tout est fait pour le scénario et que tout peut devenir une anecdote si t'es dans cette mentalité du do it for the plot. Et donc, forcément, ça va renforcer la peur de manquer les choses et de passer à côté d'anecdotes et de passer à côté d'événements qui pourraient être hyper cool. Et je pense que la FOMO, elle est aussi grave reliée aux réseaux sociaux. Je ferai un épisode sur les réseaux parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je cite les réseaux et à chaque fois, du coup, pour plein de choses, ça serait grave intéressant. En fait, oui, je pense que les réseaux, ça n'a pas aidé ça parce que, vous voyez, typiquement, alors, je vais prendre l'époque, par exemple, de nos parents, si vous avez entre 18, 25, enfin bref, l'époque genre années 80-90 on va dire, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'internet, il y avait seulement le téléphone, et si tu voulais dire un truc à ton pote, tu l'appelais, et s'il répondait pas, tu devais aller le voir. Bref, en tout cas, tu vois, si tu ratais une soirée, si tu ratais un événement ou un truc comme ça, déjà de une, t'étais même pas obligé de le savoir, donc du coup,
t'étais pas en mode il m'a pas invité, oh là là j'ai raté ça et tout. Et en plus tu ne voyais pas réellement ce qui se passait dans la soirée parce que t'avais pas de story, t'avais pas de post, t'avais pas... Ok, je pouvais faire des photos mais bon c'était pas non plus voilà. Même prendre des vidéos c'était galère, tu vois. Alors que de nos jours, déjà le fait d'avoir des téléphones ça nous permet de capturer n'importe quel moment. Et les réseaux, ça nous permet de les partager à n'importe qui et à s'afficher complètement. Donc tu vois, de nos jours, tu rates une soirée où quelqu'un t'invite pas. Tu vas voir les stories de tout le monde et tu vas dire oh, j'ai raté ça, oh mon dieu ça avait l'air si bien, oh là 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 là. Alors évidemment, à l'époque de nos parents, ils pouvaient se parler. Genre ils pouvaient savoir ce qui s'est passé, parler, genre quand ils se racontaient les potins ou des trucs comme ça. Mais je trouve que c'est quand même pas pareil. Et moi, pour moi, les réseaux ont grave amplifié ça. Parce que du coup tu vois tout ce que t'as loupé et t'as la possibilité de voir tout ce que t'as loupé quoi. Et j'ai aussi un truc moi, enfin dans le fait de trouver l'équilibre et tout, c'est en fait là j'ai une question mais en vrai je saurais pas y répondre les gars, je suis désolée hein. Comment apprendre à apprécier le moment présent sans être obsédé par ce qu'on aurait pu faire d'autre? Parce que moi je suis toujours une personne comme ça. En fait je pense que j'ai toujours besoin de réfléchir et du coup je suis une personne qui va quand même, en mode moi j'aime pas quand les gens prennent trop le temps de faire les choses. Du coup moi je vais très vite et droit au but et tout. Et du coup, c'est vrai que dès que j'ai fini quelque chose, je vais faire autre chose et tout. Et je pense qu'il y a un peu de ça, en fait. Il y a un peu de cette mentalité de do it for the plot. C'est que faut pas perdre une seconde parce que sinon je vais rater ça, je vais perdre mon temps. Et c'est vrai que des fois, en fait, ça me porte préjudice à moi-même parce que du coup, je suis fatiguée mentalement, physiquement aussi, parce que je fais trop de trucs. Et j'arrive pas à trouver un équilibre, en fait, dans ça. Et je pense que je suis vraiment pas la seule. Il y a une sorte de pression que je me mets, mais il y a aussi une pression sociale et c'est hyper lié à la FOMO aussi parce que je pense que la FOMO elle est amplifiée par du coup je l'ai dit les réseaux sociaux mais aussi par la pression sociale qu'on a. C'est-à-dire que de nos jours pour être intégré socialement il faut faire des choses avec les autres. Moi je le vois rien que dans les études en fait. Ceux qui ont des potes c'est ceux qui sortent, c'est ceux qui font des soirées étudiantes et tout et les personnes qui restent plus les personnes introverties qui restent chez eux et qui parlent pas trop et qui font pas de soirée forcément ils sont moins intégrés, forcément t'as moins d'amis quoi. Enfin après vous voyez c'est logique, c'est la même chose au collège, au lycée ou quoi. Mais je trouve il y a quand même une pression sociale autour de ça. Ouais en fait tu rates des choses si t'es pas genre socialement présent, j'ai envie de dire. Et du coup ça en fait c'est un cercle vicieux encore une fois parce que si t'es pas socialement présent, tu vas avoir encore plus peur de rater des choses. Et inversement, si t'es socialement présent mais que tu vois que les gens qui sont socialement absents sont pas intégrés, du coup ça va encore plus amplifier le truc et te dire oh, mais en fait si je viens pas, je vais être comme eux. Je vais ne pas être intégré comme eux. Et du coup ça te force et t'auras la pression sociale de te dire ok faut que je le fasse parce que sinon je vais pas être intégré et je vais être comme les personnes introverties. Et du coup voilà. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en gros c'est que néfaste des deux côtés en fait au final. Donc vraiment c'est pas bien du tout quoi. Enfin bref, je pense que je vais conclure l'épisode. Enfin, je vais un peu finir genre. La clé de tout ça là, de l'équilibre entre do it for the plot et le fait de comme s'écouter et tout, c'est dans le fait d'accepter que tu peux rater des choses et d'accepter que en gros, en fait oui, c'est ça, c'est que l'équilibre entre ne pas avoir peur de rater des choses mais à la fois oser faire des choses, c'est ça. C'est qu'en gros, il faut quand même que t'écoutes ton intuition si t'as des peurs mais qu'en fait tu sens que ces peurs elles te font passer à côté de choses incroyables, là do it for the plot. Et si tu sens que ça peut être une expérience cool, do it for the plot. Genre juste écoute ton intuition en vrai. Y a un épisode bientôt qui sortira sur l'intuition, je l'ai déjà enregistré et il va bientôt sortir. Écoute ton intuition par rapport à ça. Et si jamais t'as peur de rater des événements, donc t'as la fear of missing out, juste essaye de relativiser et de dire que c'est ok de rater des trucs. Et que ok t'as raté cet événement là mais tu rateras pas le prochain et tu te créeras des souvenirs dans le prochain truc et ton plot il va aussi être nourri par l'expérience que t'auras plus tard. Et si t'as pas vécu cette expérience c'est ok et que c'est comme ça et que il fallait pas que tu la vives quoi parce que tout arrive pour une raison. Cette phrase franchement ça me fait rire parce que je la cale dans tous mes épisodes mais tous les épisodes vous pouvez chercher cette phrase, je la dis tout le temps parce que de toute façon c'était même dans ma vie tous les jours en fait tous les jours je le dis. C'est une dinguerie. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, je vous conseille d'essayer aussi de vous poser des questions par rapport à ça, si c'est un truc qui vous touche au quotidien. Essayez de vous poser les questions auxquelles j'ai répondu moi. Et essayez de noter les fois où en fait vous faites des
des choix for the plot et que c'est grave bénéfique. Comme ça, vous pourrez genre, comme je disais pour mon échange en Allemagne ou pour ma colo ou quoi, comme ça, en fait, ça vous permet de voir ce qui a été cool dans votre vie et même ça vous permet d'être reconnaissant et la gratitude, c'est un des meilleurs sentiments qui puisse exister. Donc, je vous conseille, en plus, si vous croyez en la loi de l'attraction ou... Bref, ça peut que vous apporter du bonheur d'être reconnaissant de choses et de cultiver la gratitude. Donc ça peut être grave intéressant. Essayez de vous demander des moments où en fait vous avez osé le faire pour l'anecdote et en fait ça vous a apporté des super souvenirs dans votre vie. Et essayez aussi de noter quand vous faites des choix pour vous, genre quand vous écoutez, et pas que vous le faites for the plot, juste que vous écoutez et que c'est parce que votre intuition vous dit de le faire. Ça aussi notez-le parce que du coup ça peut grave vous apporter aussi. Également notez quand vous faites des trucs for the plot mais qu'au final ça vous a pas apporté et que vous êtes senti mal ou que vous avez senti que c'était pas en accord avec vous et que vous avez genre juste eu peur de rater quelque chose ou que vous l'avez fait mais que vous êtes trompé et que ça valait pas le coup de le faire. En vrai, ça peut vous faire prendre conscience de ça et vous permettre de apprendre de vos erreurs et de pas refaire la même erreur. Essayez de passer une journée sans vraiment faire attention au regard des autres et juste à faire les choses pour vous et pour l'anecdote. Genre, vous voyez, si vous voulez faire des vlogs, si vous voulez faire un podcast, si vous voulez faire de la musique, si vous voulez, faites-le for the plot et pas pour les autres, pas parce que vous avez peur du regard des autres ou quoi. Et aussi, je pense que c'est important de pas prouver qu'on a une vie intéressante et de pas essayer de montrer aux autres que vous le faites for the plot. Parce que ça, c'est un truc que moi, j'ai un peu observé chez moi et qui est un peu triste d'ailleurs. Avec les réseaux, en fait, on est tout le temps en permanence incité à partager notre vie, à prouver qu'on a une vie intéressante, à prouver qu'on fait des trucs et qu'on fait des trucs aussi for the plot. Mais je pense que pour rendre notre vie authentique et beaucoup plus heureuse, ça sert à rien tout ça en fait. Et j'en parlerai dans l'épisode sur les réseaux sociaux, mais ça sert à rien de prouver et faites les choses pour vous en fait, parce que le scénario c'est pour votre film de votre vie, parce que vous êtes le personnage principal de votre vie et ça personne ne pourra vous l'enlever. Et voilà, de toute façon, j'espère que ça aura pu vous aider. Et même si je suis désolée, j'ai pas donné de conseils en vrai. Mais je pense que juste de parler, en vrai, des fois, ça fait du bien. Et parlez si vous avez besoin de parler. Parce que, vous voyez, moi, je ressors de cette petite heure de Late Night Talk un peu enrichie parce que du coup, j'ai parlé et j'ai un peu exprimé. Et du coup, parler, ça fait aussi prendre conscience, comme tout comme écrire, en fait. C'est pour ça le journaling... c'est génial et je vous conseille là de vous poser toutes ces questions. Mais si vous pouvez parler. Et je suis désolée si je vous ai pas donné de conseils concrets, mais je pense qu'on pourrait tous y arriver ensemble. Parce que là, pour le coup, je suis vraiment pas expérimentée et genre je suis vraiment dans le flou quoi. Donc si vous avez des conseils, mais n'hésitez pas à les partager. Déjà pour moi, mais aussi pour les autres auditeurs. Et j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans les Late Night Talk. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Donc tâchez de rendre votre vie importante et votre vie hyper épanouissante pour vous parce que vous le méritez. Voilà, bisous, prenez soin de vous.